Bonjour et bienvenue dans ce GCN Show numéro 197. Aujourd'hui, on se pose une question, est-ce que les superstars tuent le cyclisme ? En tout cas, le spectacle. Et ensuite, nous verrons la vie en raid. Et on parlera aussi des résultats de la semaine. C'est parti ! Est-ce que les superstars tuent le cyclisme ? Est-ce qu'ils tuent le suspense des courses ? On l'a vu l'an dernier avec une domination de la Jumbo-Visma, la Lease Bike maintenant. On le voit là actuellement sur le Giro avec Pogačar qui gagne absolument tout et qui commence à créer vraiment un gros écart. Qu'est-ce que tu peux en penser déjà pour démarrer, Louis ? Je pense qu'il faut distinguer certaines dominations parce que par exemple quand tu parlais du Giro, John Milan domine les sprints et pour autant on trouve pas ça ennuyeux. Je pense que la domination, la surdomination pour le classement général est parfois plus problématique que lorsque c'est pour les étapes ou pour les classiques parce que finalement la domination d'équipe ou de coureur c'est quelque chose qu'on a beaucoup retrouvé sur les classiques depuis longtemps. Oui, depuis la Mapei et la Quick Step, et même bien avant ça. Malheureusement, dans l'histoire, il y a toujours eu des périodes qui ont été marquées par des coureurs qui remportaient énormément de courses et de tours d'affilée. On a eu Eddy Merckx qui a remporté 5 tours, on a eu Indurain, on a eu aussi l'époque Armstrong où pendant 7 ans on a vu que l'US Postal. Mais est-ce que finalement maintenant c'est la même chose parce qu'il y a quand même pas mal de batailles en ce moment? Il y a peut-être un petit peu plus d'équipes et de coureurs qui rivalisent. En fait, Pogačar là n'est pas en présence des autres superstars des classements généraux comme Primož Roglič ou Jonas Vingegaard. Et en fait, c'est ça qui crée un peu ce décalage parce que l'adversité est peut-être pas au niveau de Pogačar, ce qui est difficile d'être à son niveau. Ça a été accentué par les courses en ce début d'année. Avec finalement tous les événements, les chutes et puis les programmes qui changent avec les Olympiques. Et aussi Pogačar qui en avait peut-être marre de faire deuxième au tour et qui s'est lancé de nouveaux défis. Mais justement, ces nouveaux défis qu'un coureur comme Pogačar nous propose, ça c'est quand même spectaculaire, on peut pas le nier, impressionnant en tout cas. Et pour ce qui est du suspense, tu vois quand il prend le départ d'un Tour des Flandres par exemple, un vainqueur du Tour de France qui prend le départ d'un Tour des Flandres, ça s'était pas vu. Et moi je trouve que ça fait du bien au cyclisme et il reste quand même la question de savoir est-ce qu'il va y arriver. La réponse est souvent oui avec lui. Oui. Mais en tout cas, il y a une vraie question, un vrai défi qui est très intéressant. Et cette année, on était censé voir Wout van Aert en leader du général sur le Giro. Exactement. Donc ça aurait été intéressant. Alors, est-ce que ça aurait marché ou pas ? On le saura pas cette année en tout cas. Mais ça aurait été intéressant. Et surtout, on verra déjà s'il remporte le Giro, c'est quand même pas fini. C'est pas le premier à mener le Giro pendant 10 ou 15 jours et à le perdre la dernière semaine. Alors, c'est mal embarqué. J'ai quelques doutes là-dessus, malheureusement. Pour ça, c'est mal embarqué, mais on verra jusqu'à la fin. On va pas nous tuer le suspense non plus avant que la course ait même lieu. La météo peut s'en mêler aussi. Il reste des choses à voir, mais surtout, on verra que s'il remporte le Giro, est-ce qu'on a de nouveau un coureur capable de remporter le Tour la même année ? Ça s'est pas fait depuis 98. Donc finalement, ce coureur qui nous propose pas des arrivées au sommet avec beaucoup de suspense, nous propose une saison entière avec beaucoup de suspense. Et moi, c'est un peu mon rêve, un jour d'interviewer Pogačar, parce que quand tu lui tends le micro, tu sais pas ce qu'il va te répondre. Oui, ça c'est sa particularité. J'aime aussi cette fraîcheur chez ce coureur. Après, le débat est pas sur lui en soi, mais de pas savoir ce qui nous attend quand il se présente, même si l'issue est souvent la même avec Poggi qui lève les bras. Mais l'issue est souvent la même, mais dans ce qu'on peut voir aussi depuis 2020, admettons sur le Tour de France, c'est que ça a été souvent les Vingegaard qui a remporté la course, mais la première semaine en fait on ne sait pas qui va remporter le Tour ou les différents classements généraux. Moi je pense que c'est plus frustrant pour nous spectateurs lorsque c'est une équipe qui cadenasse la course comme à la Vuelta l'an dernier, avec, on dit la Jumbo ou la Lease Bike pour l'an dernier. C'était la Jumbo. L'an dernier, c'était la Jumbo. Donc, où là, finalement, on voyait que les coureurs ne mettaient pas 100% de leur énergie pour tenter de remporter la course. C'est plus frustrant que deux leaders d'équipes différentes, pour moi, qui essaient de remporter la course. Même si à la fin, il y a, admettons, 5 minutes d'écart entre les deux leaders, parce qu'il y en a un qui a forcément craqué. Il y a tout de même eu un duel. Il y a quand même eu un duel. Des scénarios qui sont inattendus et pour le coup spectaculaires avec du suspense. Plutôt que des consignes d'équipe, finalement. C'est vrai. C'est vrai que la Vuelta l'an passé n'est pas forcément un super exemple. Et d'un autre côté, gagner les 3 grands tours la même année, pour une équipe, c'est quand même assez incroyable. Et voilà, ça marque l'histoire. Alors on aimerait marquer l'histoire avec peut-être d'autres équipes et d'autres coureurs.
françaises par exemple, mais en tout cas ça marque l'histoire, ça c'est sûr. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que finalement sur les classiques, c'est souvent la liste des prétendants à la victoire est quand même assez minime. On va dire que si des fois on devait faire des paris, il n'y a que très peu de coureurs qui peuvent remporter la course. Il y a énormément de coureurs qui peuvent remporter la course, mais dans les faits, finalement, c'est tout le temps les mêmes. Mais ça ne nous empêche pas d'avoir d'énormes batailles, même si c'est Van Der Poel qui gagne ou Van Aert suivant les courses. Oui, je reviens à ce que je disais, on ne sait pas comment ils vont gagner déjà. Et quand il y a des duels annoncés comme Van Der Poel, Van Aert ou Evenepoel, Pogacar, on n'a pas eu du coup, mais ça c'est quand même, ça intéresse le jeu. Et je trouve que les dominations ouvrent aussi les opportunités sur les étapes et pour d'autres courses également. Ce week-end, il y avait les 4 jours de Dunkerque, qu'on en parlera dans les résultats. Moi, je me suis régalé à regarder la course parce que finalement, il y a des grands noms qui étaient là, comme Sam Bennett. Et la course était vraiment intéressante. Je trouve que ça a presque densifié les autres courses qui prennent de l'importance, puisque les 5 monuments, les 3 grands tours sont hors de portée ou en tout cas très difficiles à accrocher. Et en fait, ça décale un peu tout le reste et je trouve que ça densifie le reste, ça pousse tout le monde aussi, ça tire tout le monde vers le haut et ça nous fait des courses aux étapes et aux autres courses intéressantes. Plutôt ça pas décale mal. Ça décale le spectacle. Voilà. On va passer maintenant aux actualités. Les actualités cette semaine, bien sûr, c'est la nouveauté, le nouveau groupe SRAM Red qui a été dévoilé absolument de partout. Qu'est-ce que tu en penses, Louis? Tu l'as vu arriver? Écoute, je suis conquis puisque je vois la vie en rouge. T'as choisi le pull. J'ai choisi exprès. Le nouveau SRAM Red, à première vue, sur les infos qu'on a, on en a eu pas mal. J'ai l'impression que ça regroupe le meilleur de Shimano et le meilleur de SRAM. Il y a des choses que j'ai toujours trouvées intéressantes chez SRAM, mais j'avais quelques petits blocages, réticences qui semblent pour le moins être partis. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, chez SRAM, c'est que ça part vraiment du retour utilisateur. Et toutes les petites remarques, réflexions qui ont pu être faites en moins de 5 ans, parce que c'est un groupe qui a 5 ans, pas plus, ont déjà été corrigées en fait. Et je trouve ça très intéressant. Oui, parce que quand on voit les nouveaux leviers du groupe SRAM Red, on peut pas dire que ça ne ressemble pas au groupe GRX de chez Shimano. Et ils ont quand même modifié la hauteur qu'ils avaient, la hauteur au-dessus des cocottes, qui en fait avait été arrivée avec l'apparition des freins à disque, qui contenait le mètre cylindre. En fait, le piston qui vient pousser le liquide pour freiner. Et celui-ci, en fait, ils ont pu modifier cette manette en l'orientant d'une façon différente, en le mettant à l'horizontale. Et du coup, ça diminue considérablement la hauteur des manettes, qui était un peu aussi la marque de fabrique de SRAM. Et qui a pu être justement reproché notamment par les utilisateurs avec des mains plus fines, qui n'aiment pas, qui aiment vraiment entourer leur cocotte. Et c'était plus délicat. Et en fait, tu dis que ça ressemble à GRX, mais ça ressemble aussi aux premières générations mécaniques de SRAM. Oui, et c'est totalement. L'ergonomie entière du levier qui a été revue, avec une meilleure prise en main, des meilleurs grips, les petits grips d'ailleurs, les stries qui servent de niveau également, donc un bike fitting facilité, et c'est toujours le cas chez SRAM, et c'est très intéressant. Ils reprennent également la façon de régler le levier, la distance, la course du levier, mais aussi le point de contact entre les plaquettes et le disque. Donc c'est vraiment un freinage 100% personnalisé, et grâce, comme tu le disais, à l'orientation du piston, un gain de force, enfin du moins il y a besoin de mettre 80% d'énergie en moins pour freiner, et ça promet, selon SRAM, un freinage à un doigt, quelle que soit la position et quelle que soit la situation. Plus de puissance, plus de précision, le tout avec une meilleure ergonomie, et deux petits détails même, une nouvelle position, c'est-à-dire que le sommet du levier a été étudié pour servir de position, pour pouvoir mettre ses pouces de manière confortable. C'est vraiment étudié comme une nouvelle façon de tenir son guidon pour ceux que ça intéresse. Et l'ajout d'un petit bouton, moi j'aimais beaucoup ça chez Shimano, je regrette que ce soit pas présent chez les groupes 105 par exemple. Je trouve le fait d'enlever des fonctionnalités un peu dommage, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas chez SRAM. Tous les groupes partagent les mêmes fonctionnalités. Chez Shimano, non. Et l'ajout de ces petits boutons, moi j'aime beaucoup. Avec ces boutons, vous pouvez contrôler votre compteur, vos vitesses, vos feux. Il reste plus grand chose d'autre à contrôler en fait. Non, ça devrait. On peut pas contrôler sa puissance. Mais non, on rajouter un peu de puissance. Peut-être ça viendra contrôler son moteur sur les vélos électriques. Peut-être qu'on pourra changer de musique aussi. Il faut voir, ça dépend du compteur. Mais moi, dans les détails techniques, pour parler plus généralement du groupe, j'ai noté aussi qu'ils avaient augmenté leur taille des cassettes maximum à l'arrière. Et c'est vrai que
ça augmente les possibilités et ça augmente la polyvalence au niveau des niveaux des cyclistes. Moi, clairement, la cassette 1.36, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais d'ailleurs, toi, ils ont aussi augmenté la taille du plateau avant, parce qu'on n'a pas les mêmes problèmes. Non, on n'a pas, pas les mêmes exigences en tout cas. Mais en fait, un des défauts de SRAM, c'était l'efficacité mécanique, qui pouvait être décriée notamment avec l'utilisation de petits plateaux et tout petits pignons de 10. Et ils ont résolu le problème de plusieurs façons. Ils ont changé la chaîne, donc ils ont une nouvelle chaîne AXS qui est plus légère et qui a un meilleur rendement. Oui, parce qu'ils ont gagné du poids sur l'ensemble du groupe. Oui, on en reviendra à la conclusion sur les chiffres. Ils ont des nouveaux galets surdimensionnés, donc avec plus de dents et des roulements céramiques. Donc on diminue la friction en améliorant l'efficacité mécanique. Et donc ils ont des nouveaux ratios. En fait, ils couvrent une plus grande plage de ratios, de développement possible en combinant plateau et cassette. Et ils proposent des plateaux jusqu'à 56 de marque SRAM, ce qui commence enfin à être intéressant. 56, ça commence à faire pas mal. Ils ont raccourci aussi leur longueur de manivelle minimum. Ouais, jusqu'à 160. Et là encore, ils prennent l'avantage sur les autres. Ils avaient poussé Shimano à faire des 165. Et ben, ils remettent un demi-centimètre, ils remettent la demi-roue pour rester en tête. Et aussi, au niveau développement du groupe, ils ont couplé ça avec un compteur. Ouais. Et aussi, de ce qu'on a pu voir aussi, c'est que Wahoo a développé aussi l'application, une mise à jour de leur compteur actuel pour pouvoir aussi s'intégrer au groupe et avec des fonctions qui sont quand même plutôt intéressantes, notamment changement de vitesse directement sur le compteur. Alors du coup, le compteur qui va avec le SRAM Red, c'est le Hammerhead, qui en fait fonctionnera complètement comme votre téléphone. Il marche sur Android et l'intégralité de l'application SRAM AXS, qui est particulièrement pratique pour régler son groupe, sera disponible sur le compteur et en roulant. Donc là, le derrière gratte, en deux coups de pouce, ce sera réglé. On pourra aussi contrôler tout ce qui est présent sur le vélo et qui est électronique depuis le compteur. Ouais, et partager des datas, que ce soit pour de la télémétrie ou juste pour partager ces datas, de manière vraiment facilitée. Mais Wahoo ne s'en laisse pas compter, puisqu'ils ont, comme tu l'as dit, d'ores et déjà sorti une mise à jour avec laquelle on pourra changer, notamment régler le derrière, mais aussi changer les vitesses à partir des compteurs, des boutons du compteur. Et notre question, parce que là pour le coup nos exigences se regroupent, c'est est-ce que notamment en position chrono, on pourrait pas se passer de ces petits blips qui sont déjà très bien puisque 100% sans fil, ça c'est encore un point positif de SRAM, il n'y a vraiment plus aucun fil. Mais est-ce qu'on ne pourra pas utiliser le compteur, le mettre entre les mains et finalement changer les vitesses de là, tout en procurant pour toi un gain de confort, pour moi un gain d'aéro? Ouais, ça me procure aussi un gain de prix, parce que j'ai pas besoin d'acheter les boutons. Et le compteur, je l'ai déjà. Non, mais c'est vrai, finalement, ça diminue les coûts, ça augmente les possibilités. Et ce qui est bien, moi, c'est un rapport que j'ai avec SRAM que j'apprécie, c'est que tout est compatible et assez facilement compatible. On n'a pas besoin de tout changer. Et ça, pour moi, ça reste le plus important, quoi. C'est intéressant, ce sera les mêmes batteries. Bon, il n'y a pas de connectique, donc il n'y aura pas de problème de ce côté-là. Tout est compatible entre les générations, entre les gammes, et même entre les pratiques, puisqu'on pourrait même mixer, on peut même mixer VTT route. Ça permet aussi un upgrade évolutif, c'est-à-dire que si on en vient à avoir à casser son dérailleur rival actuel, on pourra toujours passer sur un raid facilement. Voilà. Et puis c'est les petites choses qu'on apprécie chez SRAM. Il y a toujours les petites pièces, alors ça c'est les anciennes, pour régler facilement son vélo. Des choses comme ça. L'installation est facile. La chape de derrière ne sera plus à changer pour passer à ta cassette de 10-36. Ce sera la même que pour ma cassette en 10-26. C'est des petites choses qui ça facilite la vie du consommateur, de l'installation à l'usage au quotidien et à la maintenance et ensuite au changement des pièces, que ce soit d'usure ou en cas de bruit. La polyvalence. C'est ça. Ergonomie et retour utilisateur. L'Amérique. Ça c'est pas mal. En parlant de nouveautés aussi, on peut enchaîner sur le nouveau pneu de chez Pirelli qui vient de sortir. Celui qu'on a vu tout l'hiver marqué prototype. Ça y est, tu peux enfin l'acheter, Louis. Super. C'est le Pirelli P0 Race TLR RS. C'est pas mal, ils ont amélioré le rendement en changeant la carcasse, leur propre carcasse qui est la Speedcore, et ils annoncent moins 16% de résistance au roulement en moins. Donc, encore de belles améliorations, quoi.
Ouais, c'est pas mal. C'est un pneu qui a fait déjà ses preuves toujours avec l'équipe Lidl Trek, de même que le nouveau groupe SRAM Red qui a déjà 4 ou 5 victoires sur le Giro d'ailleurs. Sans parler de la Vuelta féminine, etc. Ça fait un paquet de victoires. Ça fait un paquet de victoires pour un groupe qui n'était pas encore sorti la semaine dernière. Et toujours chez les groupes, Shimano, on a vu passer, alors le timing est curieux, mais on a vu passer des brevets pour un groupe 13 vitesses, là encore sans fil, à batterie indépendante donc. Qui serait une grosse évolution chez Shimano. Ouais. Donc on a vu passer les brevets avec des schémas, avec des batteries intégrées directement dans les dérailleurs et non plus dans le cadre. C'est quand même assez drôle que les deux infos entre le SRAM Red et le Shimano sortent en même temps. Mais c'est curieux, on sait qu'il faut beaucoup de temps pour développer un groupe. Est-ce que on le verra dès l'an prochain? Est-ce qu'il va falloir attendre encore quelques années? Ça, le futur nous le dira. On verra, mais c'est vrai que le groupe SRAM Red, c'était un secret de Polichinelle. Ça fait un moment qu'il est utilisé par les équipes pro, qu'on le voit sur les vélos depuis les classiques. Shimano, on n'a vu rien passer, aucun matériel pour l'instant, donc on verra, l'avenir nous le dira. Mais pour le coup, on parlait de spectacle tout à l'heure, cette bataille technologique est pour le moins intéressante. Intéressante. Ça te permet de maximiser chaque coup de pédale. On va passer maintenant, en parlant de coup de pédale, au résultat de la semaine. Et là, cocorico, on peut attaquer par le résultat du Giro qui nous a marqué la semaine dernière. Et le 10e Français à réaliser le triplé, victoire d'étape sur chaque grand tour, ça ne pouvait être que Julian Alaphilippe. C'est génial. C'est chose faite sur ce Giro. Il a donc complété le triptyque pour notre plus grand plaisir. C'est ça. Maintenant, on attend Romain Bardet qui devrait gagner une étape d'ici la fin. Non, ça c'est que mon pronostic. On espère, il est en jambes. Hein. Il est en jambes, en tout cas dans la montagne. Espérons que ça paye pour lui. Et parmi les coureurs qui devaient gagner une étape mais qui n'avaient pas encore réussi, c'est chose faite pour Filippo Ganna qui remporte ce week-end le chrono. On a eu chaud. Il a eu chaud avec son plateau de 66 cette fois, c'était un 68 pour Geraint Thomas. Comme quoi Geraint avait bien mis un petit plateau pour le chrono montagneux la dernière fois. Et voilà, Pogačar qui est le seul coureur à finir à moins d'une minute de Filippo Ganna, qui avait plus ou moins un Slovène écrasé vraiment la concurrence. Mais voilà, en tout cas il était très ému à l'arrivée et on le comprend, soulagé sans doute après avoir attendu longtemps sur le hot seat. Et d'ailleurs, en parlant de personnes soulagées à l'arrivée, c'est la petite phrase de Tadej Pogačar après avoir remporté l'étape raide de ce Giro. Vivement le jour de repos. Voilà ce que j'ai vu dans une interview. Et, mais notamment, il a encore gagné une très très belle étape avec une attaque à 17 km du sommet. Ouais, à peine moins je crois, mais oui, 12 ou 13. Voilà. C'est long quand c'est à presque au-dessus de 2500 mètres d'altitude entre les murs de neige. Une étape impressionnante, et on en vient à notre stat de la semaine. Parce que si lui a terminé en 6h11, le dernier coureur, Julius Vandenberg, a lui terminé en 7h13 minutes, sans compter le fictif. Une journée interminable, c'est déjà long en un jour, mais alors en plein milieu d'une course par étape, transfert le soir, parce que quand on arrive à Livigno, il faut encore rentrer à l'hôtel. Voilà, sale journée, et bravo à l'ensemble des coureurs, et à Julius donc, qui a fait plus de vélo que tout le monde. Ouais, après 7 heures, ça te choque, moi absolument pas. En 3 semaines, ça me choque. Mais pour continuer sur les résultats, toi tu t'es régalé, tu nous l'as dit tout à l'heure, sur les 4 jours de Dunkerque. Ouais, alors c'était pas des bons souvenirs par rapport au chemin de France de l'an passé, parce que c'est sur le même circuit, l'étape de Cassel a été vraiment spectaculaire, agréable à regarder, et avec Sam Bennett, qui a remporté 4 étapes sur 6, et la 5e est vraiment pas passée loin à un boyau, plus le classement général évidemment, avec une super gestion de toute l'équipe Decathlon H2R, la mondiale, et aussi un excellent comportement de jeunes français comme Paul Penouette qui va terminer 2e du général, et comme les Conti françaises, à l'image de Saint-Michel Aubert Mavic 93, qui a été 2 coureurs dans le top 10 de cette étape de Cassel, un coureur dans le top 10 avec Alexandre Delettre au général, et surtout omniprésent, de même qu'un ancien coureur de chez eux, Thomas Gachignard de Total Energy, qui était très fort sur l'étape de Cassel. Donc voilà, pour le coup, des Français, des équipes françaises, du spectacle, le retour de Sam Bennett au plus haut niveau. C'était sympa à regarder, et ouais, j'espère que tous ces coureurs vont garder la forme pour l'été. Évidemment. On passe maintenant à l'activité du club Strava GCN en français de la semaine. Et là, pour une fois, on part de l'autre côté de l'Atlantique, du coup directement à Montréal, avec Alexis Percheron qui a fait 132 km en direct de Montréal, avec marqué, je pense que c'est spécialement pour nous, à Montréal aussi, on roule un peu.
Et bah ouais, on est content de voir nos amis québécois. C'est ça. J'ai regardé les températures, par contre, il faisait 21 degrés. Il fait meilleur qu'ici. Donc clairement, on va aller rouler au Québec. 12 le matin, 21 l'après-midi, ça va. Ouais, il fait meilleur qu'à la maison en ce moment. Donc écoute, Alexis, on arrive. Allez, on prend l'avion. On finit ce show. Et d'ailleurs, on vous dit à bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos sur GSN en français. Et nous, au GSN, au Québec. Allez, ciao ciao. Ciao ciao.